La colère et consternation dans la ville de Loum. Les populations prennent d'assaut la brigade de gendarmerie après la découverte du corps sans vie d'un jeune homme placé en garde à vue. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule. Le temps annonce une nouvelle ère dans les relations entre la Direction générale des impôts et le groupement interpatronal du Cameroun. Les deux entités sur la table bientôt dans un dialogue à Douala. Les enjeux dans cette édition. Pour l'indépendance du Cameroun à l'honneur dès le 13 septembre prochain dans le cadre de la Semaine des Martyrs. Une célébration faite autour de Ruben Oumiové. Les explications de Rodrigue Tanguay dans la chronique politique. Voilà pour les titres. La liste des 26 lions indomptables retenus pour la période FIFA est connue. Rigobert Song l'a dévoilé cet après-midi au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Le sélectionneur a expliqué ses choix à la presse, notamment sur les absences de Michael Ngade et Zambo Anguissa. Le compte rendu de Mac Chouamo, Thierry Camto et Augustin Fossé. Plus que jamais attendu par les médias et les fans des Lions indomptables, le point de presse donné ce jour par Rigobert Song Bahanak a permis d'éclaircir certaines zones d'ombre au-delà de la liste des 26 Lions indomptables retenus pour le dernier regroupement avant la Coupe du Monde. Un retour à la normale, salué. Écoutez, dans un premier temps, je suis content parce qu'enfin on a une communication. Le gros problème, c'est que généralement on voyait des listes et on ne savait pas pourquoi un tel ou un tel autre avait été sélectionné. 26 joueurs, dont 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants. Parmi lesquels, les retours confirmés de Georges Mandjek, 33 ans, évoluant à Chypre, et Nicolas Nkoulou, 32 ans, vient à peine de jouer son premier match officiel depuis 11 mois. Il n'y a pas l'âge au football. On parle plus en football de l'expérience, du vécu. Et je pense que ces deux-là, que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Et quand vous regardez, il faut une colonne vertébrale. En football, elle existe, une colonne vertébrale qui mérite d'avoir des joueurs qui ont déjà un vécu. Rigobert Song est revenu sur les absences de Michael Ngade et Zambo Anguissa. C'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il est déjà là, c'est lui, il fait partie. Ça, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Mais il faut aussi, nous on préfère la voir le mois de novembre. L'absence de ces joueurs de calibre laisse un peu dubitatif par rapport au délai court pour préparer l'équipe. Nous autres qui avons souvent été sur le terrain, on parle souvent dans le jargon des entraîneurs qu'il y a un souci de cohésion qu'il faut cultiver. Il faut travailler la cohésion parce que ces joueurs en étant absents, pendant que les nouveaux sont là, il faut bien se poser la question de savoir est-ce qu'en novembre, pour le stade qui va précéder le Qatar, est-ce qu'il y aura le temps de mettre en place cette cohésion justement tant recherchée par les entraîneurs. En attendant, les 26 Lions indomptables ont rendez-vous à Séoul dès le 19 septembre prochain pour le début du stage, avant d'affronter le 23 septembre à 7h l'Ouzbékistan et le 27 septembre à 12h la Corée du Sud locale. La faucheuse s'invite à la brigade de gendarmerie de Loum. Elle emporte un jeune homme placé en garde à vue. Interpellé pour trafic de carburant, il se serait donné la mort par pendaison. Les précisions de nos correspondants sur place, Arnaud Devariunda et Luciano Dudunjako. C'est le film d'un week-end tendu dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral. Très tôt ce dimanche, une foule en furie a pris d'assaut les alentours du poste de gendarmerie de cette localité, réclamant que justice soit rendue après qu'un jeune homme nommé Lodou Pong, 18 ans environ sonné, s'est donné la mort par pendaison alors qu'il était placé en garde à vue. Au Cameroun, voilà un seul citoyen camerounais qui vient de mourir à la brigade de Loum. On ne sait pas quelle manière dont ce garçon a rendu l'âme. Nous sommes tellement en colère. On peut vraiment où dans ce pays-là.
Nous partons où Bambo au Cameroun. Mais ça, c'est injuste. Et ce qui est étonnant, c'est que est-ce qu'au Cameroun, quelqu'un a le droit d'entrer en cellule un samedi? Non, ce n'est pas un recherché, parce que quand c'est un recherché, on a le droit de l'arrêter à tout moment. Interpellé pour vol de carburant au petit matin du samedi, le jeune Ledoux sera auditionné puis placé en garde à vue après avoir avoué les faits. Il va miraculeusement rendre l'âme le lendemain, laissant amis et connaissances dans le désarroi. On l'a arrêté hier samedi à 5h matin. Ils sont sortis à 5h pour partir prendre chez lui. Il n'a pas reçu aucune convocation, ni rien, pas de papier, ni rien. Le sous-préfet Martin Fabrice Fonomodo, descendu sur les lieux, invite les populations au calme en attendant la fin de l'enquête qui a été ouverte. Pour l'instant, nous ne pouvons pas trop nous avancer. Les faits qui nous reviennent parlent d'un individu qui se serait suicidé dans une des cellules de la brigade de Loum. L'enquête est en cours et nous savons que la vérité se fera jour. En attendant, nous invitons les populations de la ville de Loum au calme. Seuls les résultats de cette enquête pourront déterminer les causes réelles de cette mort suspecte qui fait des grands bruits dans la ville de Loum et alimente la controverse dans les chaumières. Et sans grand bruit, son affaire connaît un dénouement heureux. Victime d'un cambriolage il y a quelques semaines, un propriétaire d'atelier de fabrication mécanique à Douala retrouve le sourire. Les forces de l'ordre, après enquête, ont retrouvé la totalité de son matériel intact, matériel qui était sur le point d'être acheminé dans le marché noir. Le récit de Titi Freeman et Marius Kosso. Interpellé dans la nuit du 7 au 8 septembre, au lieu d'Ibepanda, Camberto à Douala, ce camion avait à son bord des pièces de construction mécanique volées. Le chauffeur de l'embarcation dit avoir été contacté juste pour leur transport. Je suis un transporteur, fait dans le transport. Je transporte des choses de n'importe qui, comme je peux transporter les vôtres. Et vous donnez mon numéro à un autre ami qui a aussi un chargement à faire. C'est ça, donc c'était ma première fois de transporter sa marchandise. La nuit du 6 au 7 septembre, j'ai été cambriolé à mon atelier. On a porté tout mon matériel. On a nettoyé tout mon atelier. Et ils ont tout porté. C'est là où la police m'a appelé, je suis venu. J'ai été agréablement surpris de constater que vraiment tout mon matériel est là, rien n'est perdu. Informés par appel anonyme, les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 vont immédiatement saisir la cargaison avant son écoulement à la casse industrielle de Bonakwamouan. Ces actions s'inscrivent en droite ligne des instructions de M. le délégué général à la Sûreté nationale réitérées par M. le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral qui nous prescrivent de pourchasser hors de la région du littoral ces criminels, ces malfaiteurs, ces fauteurs de troubles, tous ces microbes qui polluent la vie de notre citoyen dans la ville ou de Douala et dans la région du littoral en général. Dans l'attente de leur déferrement, les deux prévenus méditent sur leur sort dans les cellules du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. Dans quelles conditions les élèves de la ville des DIA vont à l'école? La ministre des Enseignements secondaires s'y est rendue pour toucher du doigt les réalités. Nalova Lyonga, au cours de sa visite de travail, a fait le tour de plusieurs établissements. On voit cela avec notre correspondant à DIA, Christian Bock. Rendu à la deuxième semaine de la rentrée scolaire, la Sanaga Maritime enregistre un taux de présence effectif de 80% pour les élèves et 90% pour les enseignants. Telle est la situation présentée par le préfet du département au ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, venu en visite de travail. Donc, madame a voulu prendre le pouls de la réalité de la rentrée, ce qui est fait. Les enseignants sont en classe, les élèves sont en classe, le personnel administratif a préparé la rentrée de manière convenable et nous pouvons dire que dans notre région, les choses vont bien. Au lycée bilingue de Béoun, comme les lycées classiques et techniques de DEA, l'accent sur la propreté dans les enceintes et le respect des effectifs dans les salles de classe ont été prescrits par la patronne des enseignements secondaires.
Pour cette rentrée, les Nièges et le collège polyvalent DDA sont des exemples à suivre. Un des fils du terroir a pris sur lui de réaménager cet établissement et nous sommes contents par la qualité de ce que nous avons vu. Il y a des poubelles partout dans les salles de classe. C'est propre de telle manière que chacun doit se sentir concerné. Au cours de l'échange qui a réuni les responsables sectoriels, la réduction de 50 élèves par classe, la sécurité dans les établissements, la saine gestion des fonds et la limitation des violences en milieu scolaire, avec comme innovation la disposition d'un numéro vert, ont constitué les points à l'ordre du jour ici. Non, la communauté éducative doit accompagner le gouvernement dans cette politique d'élévation du niveau et de la qualité des enseignements. C'est pour cela que cette année, nous parlons davantage de digitalisation des enseignements pour que l'enseignement soit plus professionnel. Au-delà de la dotation du matériel d'hygiène pour la lutte contre le choléra, le ministre des Enseignements secondaires a promis l'augmentation des enseignants et des machines dans les ateliers des établissements secondaires. Et une semaine après la rentrée scolaire, on fait le bilan dans certains établissements. Il est plutôt satisfaisant. Parmi les indices de notation, le déroulement normal des cours, la forte présence des élèves et des enseignants dans les salles de classe. Reportage, Maria Mazou et Raoul Ngoufo. C'est la pause. Adieu la timidité des premiers jours de classe. Ici, l'ambiance est plutôt bon enfant. Normal, ces élèves ont eu toute une semaine pour se familiariser. Ils ont également eu une semaine intense de cours. En dépit de quelques retardataires, dans l'ensemble, le système éducatif tient bon. Déjà, avec la reprise des cours effectifs, les enseignants ont reçu le matériel didactique, déjà pour enseigner les cahiers de préparation, tout ce qui suit. Pour une meilleure préparation des leçons dans les salles de classe qui sont en train d'être dispensées. Parce que déjà ce matin, nous visions les cahiers de préparation des enseignants qui étaient vraiment à jour. Dans cet autre établissement de la ville, l'heure est plutôt à l'évaluation. Le staff administratif vient de tenir sa première réunion de coordination. Le bilan est plutôt satisfaisant. Après analyse, nous avons vu que nous avons reçu 98% de cours. Vraiment, je pense que c'est un très très bon rythme. C'est un rythme qui nous conduira certainement à un pourcentage de 100% de couverture des programmes. Pour la réussite totale de l'année scolaire 2022-2023, quelques techniques sont mises en place par le proviseur du lycée. Nous passons dans les salles de classe et nous faisons même des vérifications parce que l'enseignant peut être présent en salle de classe et puis ne pas faire ce qu'il est venu faire. Mais nous vérifions, nous regardons les tableaux et nous regardons les cahiers de textes et nous avons effectivement constaté que c'est le contenu des cours qui se trouve dans ces cahiers de textes et même sur les tableaux lorsque nous faisons le tour. Tout de même, l'aspect vestimentaire des élèves de cet établissement préoccupe encore l'équipe administrative. Et les conditions de transport des élèves devraient également préoccuper l'administration des établissements scolaires, précisément ceux de la maternelle. Dans certaines écoles, les cars de transport des enfants ont des allures de boîtes de sardines. Difficile d'en avoir plusieurs pour garantir le confort des élèves. Et selon les promoteurs, c'est les moyens qui font défaut. Reportage, Samuel Baïha. Il est interdit de filmer dans cette école. Au bout de notre insistance, nous découvrons des élèves transportés en surcharge dans ce minibus. D'aucuns feront le voyage debout. Les enfants rient du danger. Des kilomètres lointains, dans cette école, on semble rationaliser les déplacements des élèves. Que nous faisons autant de tours et nous nous rassurons que la santé des enfants également ne soit pas un problème pour les parents à la maison. Chacun de nos véhicules est muni d'un GPS. Ça veut dire que lorsque les chauffeurs sont en train de rouler, nous les avons dans notre viseur. Nous savons à quelle vitesse est-ce qu'ils sont en train de rouler. Juste la moyenne autorisée. Pas pour ce tour. Le car est presque vide. Mais pour les parents, nul besoin de se borner au discours de l'école. Il faut veiller. On essaie de suivre pendant une semaine, pendant 2 semaines. On vient sur place. On voit comment les enfants embarquent dans le bus. On vérifie la propriété du bus, le remplissage du bus. On essaye de vérifier le temps mis pour arriver à la maison. Une veille
qui n'exclut pas des débordements. Tous les établissements scolaires n'ont pas assez de bus pour le transport. Et parfois, la surcharge devient une obligation. Si le bus transporte 18 personnes et qu'à l'école, nous disposons d'une vingtaine d'élèves. Si à l'évidence, il faut faire une surcharge, vous conviendrez avec moi qu'il va falloir ajouter un autre bus. La sécurité des élèves n'est pas garantie à tous les coups. Toutes les écoles n'ont ni les mêmes moyens, ni la logistique qu'il faut. Les moyens et la logistique qu'il faut, ils les ont pour accroître l'économie nationale. Le JICAM et la Direction générale des douanes des impôts, en désaccord sur certains points depuis quelques années, veulent désormais repartir sur de nouvelles bases. À cette occasion, une concertation est prévue au siège du patronat à Douala. Les enjeux de cette concertation entre le secteur privé et la DGI axés sur la préparation de la loi de finances 2023 avec Lille Piédio. Une autre rencontre annoncée à Douala entre le groupement interpatronal du Cameroun et la Direction générale des impôts, mercredi, dans le cadre de la concertation avec le secteur privé relative à la préparation de la loi de finances 2023. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier. Le désaccord entre le président du JICAM et le directeur général des impôts sur la réforme fiscale. Le gouvernement milite pour une fiscalisation sur le chiffre d'affaires, tandis que le patronat est axé sur une fiscalisation des entreprises sur le bénéfice. Ces différentes positions ont créé un climat de tension entre les deux parties. Entre courrier adressé au président de la République par Célestin Tawamba, boycott des échanges de la rencontre du secteur privé initiée par Modeste Mopa Fatouane par le JICAM, tout y est passé. Au point où le Fonds monétaire international a proposé un audit du système fiscal camerounais pour un climat des affaires apaisé, même si on se souvient qu'en 2018, un document de plus de 300 pages avait été proposé par le pour un minimum de perception sur le chiffre d'affaires de 2,2% à 1,1% pour un bénéfice de plus de 50 milliards de francs CFA aux entreprises. Cette nouvelle concertation est très attendue à Douala. Après le boycott de 2021, c'est donc une occasion pour les deux entités d'éclairer les zones d'ombre sur la politique fiscale au Cameroun et d'améliorer les relations entre le groupement interpatronal du Cameroun et la Direction générale des impôts pour un environnement des affaires plus compétitif à l'échelle internationale. Et cela passe par un dialogue permanent. Des lendemains meilleurs se profilent à l'horizon pour les employés de maison. Un communiqué relatif aux obligations sociales sur la main-d'œuvre domestique appelle tout employeur à affilier désormais ses petites mains à la CNPS. Il est question de leur offrir une meilleure protection sociale dans un environnement où règne très souvent l'arbitraire. Mais est-ce faisable dans le contexte camerounais? Et oui, quelles conditions? Tentative de réponse avec Janice Kamga et Serge Alain Zibou. Au Cameroun, les domestiques sont considérés comme une main-d'œuvre fragile. Ces femmes de ménage, gardiens, chauffeurs et jardiniers sont le plus souvent à peine rémunérés au SMIC qui s'élève à date à 36 000 francs CFA et ne bénéficient généralement d'aucune protection sociale. Je donnais à ma femme de ménage 25 000 au mois. Elle a débuté avec 25 000 francs et 6 mois après, elle est passée à 30 000. Dès le mois d'octobre prochain, la donne devra changer. Tout le monde qui emploie une main-d'œuvre domestique affilie ce personnel-là. Premier préalable, le salaire devra être déclaré minimalement au niveau du SMIC. En outre, la relation employeur-domestique devra être régie par un contrat de travail. Cas pratique. Si quelqu'un touche 40 000 francs, le total des cotisations à verser à la fin du mois est de 6 860. Dans les 6 860, l'employé ne paye que 1 680. Et les 5 180 sont payés par son employeur. Nombre d'employeurs brandissent cependant l'argument de l'instabilité professionnelle de cette catégorie de salariés, irrecevable selon l'expert. Dès lors qu'il a déjà été affilié chez vous,
Le jour que vous le recrutez, vous signalez que vous l'avez recruté. Le jour qu'il cesse le travail, vous lui donnez une cessation. Mais le même numéro d'immatriculation, même s'il a fait 3 mois chez vous, il repart chez une autre personne. La personne recommence à payer ses cotisations. Des mesures coercitives sont prévues afin de faire valoir le droit à l'immatriculation. Elles vont jusqu'au gel des comptes ou la saisie des biens de l'employeur contrevenant. Si quelqu'un a travaillé 10 ou 15 ans, la CNPS va faire la reconstruction de sa carrière. Vous serez amené à payer les cotisations de votre domestique ou de votre chauffeur pendant les 15 ans. La CNPS en retour a le devoir de prendre en charge les prestations familiales, les accidents de travail et dès l'âge de 60 ans, le salarié ayant atteint 180 mois de cotisation peut prétendre à une pension retraite invalidité décès. Dans l'actualité également de ce lundi, photographes, directeurs, acteurs et producteurs ont perçu 12 ans d'arriérés de salaire pour un montant total de près de 80 millions de francs CFA. Annonce faite par l'équipe dirigeante de la Société civile des arts audiovisuels et photographie à quelques jours de leur mandat. Ce lundi à Yaoundé, objectif dresser le bilan des réalisations, mais surtout relever les écueils. Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zibou. La scène divise acteurs, producteurs, photographes, entre autres. Le partage de l'argent recouvré auprès des sociétés fait des mécontents. I followed the clear the repartition and they shared the money equally, and the report is at the ministry and at the Commission of Control, and no franc is missing. So I call those who chop money to come, they have not come. So they are all wrong, and tell them that the president of SCAP have said they should stop blackmailing me. Face à la presse 12 septembre à Yaoundé, le président de la Société civile des arts audiovisuels et photographie et son équipe font le point des réalisations en 5 ans d'exercice. Most of the money that SCAP was supposed to use for functioning went all for taxation. 102 million paid. That his regime, or let me call it his board, did not know anything about. Imaginez-vous, vous êtes en train de payer une dette que tu n'as pas consommée pour des années. Vous allez fonctionner comment? Donc ça a trop pesé sur la SCAP. That's a very big achievement. On apprend ici que 79 400 000 francs CFA recouvrés ont permis de payer les arriérés sur la période 2005 à 2017 de 202 photographes, 366 directeurs, 218 acteurs et 35 producteurs. Cette conférence de presse intervient 11 jours de la fin du mandat de cette équipe dirigeante, en place depuis le 23 septembre 2017. Intéressons-nous à présent à la collaboration entre les villes. La vice-maire de Houston était en visite à la mairie de Douala à la rencontre du maire et des maires des villes de Muyuka et Limbe. Une rencontre qui ouvre la porte à de nombreuses opportunités. Les précisions d'Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. Plus qu'un partenariat, bâtir un pont entre les villes de Douala et de Houston. La vice-maire de la grande métropole de l'État du Texas aux États-Unis a eu un échange dans ce sens avec le maire de la ville de Douala, mais aussi les maires de Limbe et de Muyuka. Ici, il est question de partager l'expérience dans le développement des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, entre autres. D'accueillir aujourd'hui le vice-maire de Houston et nos collègues maires de différentes communes du Cameroun pour un premier contact avec cette grande ville américaine qui peut être une source d'opportunité pour le développement de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi dans la lutte pour l'approvisionnement en énergie. Vous savez que Houston est la capitale mondiale de l'énergie et nous pouvons toujours en tirer un profit. Martha Castex-Tatum a également pu s'entretenir avec les femmes maires pour aborder la question de la représentativité des femmes au poste de responsabilité. Elle a d'ailleurs invité les maires des villes à une visite dans la ville de Houston, évoluer sur de nombreux secteurs, notamment celui de l'énergie. L'objectif était de discuter des challenges en Afrique du Sud. Mais aussi de les inviter dans la ville de Houston. Ici, on a eu l'opportunité d'avoir des conversations sur les défis dans
dans les secteurs de... Ici, on a eu l'opportunité d'avoir des conversations sur les défis dans les secteurs de l'agriculture, l'énergie des villes. Et nous serions ravis de nous positionner en tant que partenaires et travailler en collaboration avec les mairies. Créer cette relation, une initiative de Raoul Kedi, un Camerounais d'origine, conseiller à la mairie de Houston et facilitateur dans les business internationaux. Il y a beaucoup d'opportunités entre la ville de Houston et la ville de Douala. Dans l'agriculture, l'énergie, la transportation, les investissements. Et nous pensons qu'avec ce genre de rendez-vous, c'est le début de négociations afin que les deux parties puissent avoir un jumelage de villes. Et on espère qu'en décembre, on aura à Houston tous ces maires qui sont présents aujourd'hui. Des échanges fructueux qui devraient déboucher dès 2023 sur des partenariats concrets entre la ville américaine et les villes du Cameroun. À l'occasion de la Journée mondiale de la coopération sud-sud célébrée ce 12 septembre, nous interrogeons l'état des échanges commerciaux entre les pays africains à l'aune des initiatives prises par l'Union africaine et d'autres institutions sous-régionales. D'après les études comparatives, les transactions commerciales entre Africains restent les plus faibles. Monique Naossi-Fosso, Stéphane Binac et Marius Kosso. 16%. Taux d'échanges commerciaux intra-africains. La coopération sud-sud, initiée par l'ONU afin de faciliter l'atteinte des objectifs du développement durable, est à la traîne comparée aux autres continents. Plusieurs facteurs l'expliquent. Manque d'infrastructures d'échange, les voies de communication, également la nature même des biens à échanger. Le Made in Africa est encore très embryonnaire. Et donc ce qui fait que les biens que les Africains échangent entre eux sont très limités. Très souvent, les biens dont les Africains ont besoin pour leur consommation, c'est des produits manufacturés qu'on ne trouve pas toujours dans les autres pays africains. Si vous prenez par exemple la zone CEMAC, qu'est-ce que les Africains peuvent échanger entre eux, par exemple en zone CEMAC? C'est très peu. Ils ont sensiblement les mêmes biens à exporter et ils ont les mêmes besoins en importation. La création de la zone de libre-échange continentale africaine est une avancée de l'avis d'experts. Mais la vigueur des échanges et une monnaie commune restent attendues. Les barrières tarifaires, dont douanières, sont aussi indexées. Des taux de douane s'installent à 6,1% comparés à 0 et 1% pratiqués ailleurs. D'après les études, une fois que les barrières sont levées, le continent tout entier peut gagner chaque année 135 à 150 milliards d'euros, ce qui est beaucoup et qui vont se partager. Ça correspond à 1 point, 2 points, suivant les pays, parfois 3 points de pourcentage de croissance gagnés par pays. Le but final étant l'éradication de la pauvreté, accéder à une bonne santé, l'accès à l'éducation, à l'eau salubre, la croissance économique, entre autres. Et nous sommes en plein dans la semaine dite des martyrs. Rendez-vous mémoriel fixé autour de la commémoration de la mort de Ruben Oumyobé pour célébrer l'œuvre de tous les héros de l'indépendance. Dans la chronique politique de ce lundi, vous revenez, Rodrigue Tonguet, sur la célébration inaugurée au lendemain des vents des démocratisations. Bonsoir Rodrigue, pourquoi la date de la mort de Oumyobé? Bonsoir Alain Gislain Kanga, je vois d'ici des gens refaire votre question en se demandant si finalement Ruben Oumyobé n'était pas le plus grand nationaliste ou le plus grand martyr camerounais. Je voudrais dire ici et tout de suite qu'il ne s'agit pas, il n'est pas là, question de gradation, mais de symbole mort abattu sans sommation, en défense par l'armée française dans le maquis, pas loin de Boum-Yébel. La dépouille traînée au sol sur de nombreux kilomètres, défigurée puis scellée dans du béton. Oumyobé payait par cette violence inouïe de l'armée coloniale le crime de la réponse de la plus structurée donnée aux colons qui n'étaient prêts à accorder au Cameroun et aux Camerounais leur indépendance ou tout au moins leur souveraineté. Secrétaire général de l'UPC après Moumé Etia, il aura sillonné le pays du nord en sud, de l'est à l'ouest pour raviver le sentiment national. Bien plus, le leader syndicaliste émolu localement est allé jusqu'à la tribune des Nations Unies, qu'était la liberté pour tous, pour nous tous.
Le protocole aura articulé la revendication d'abord pacifique avant que se mettent en place les luttes armées sur 3 étapes qui sont un véritable legs aujourd'hui. D'abord la réunification immédiate, puis l'indépendance totale et enfin le relèvement du standard de vie des Camerounais. On a bien envie de croire, au vu de la tournure des événements aujourd'hui en 2022 avec les mouvements séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, que l'indépendance a été précipitée ou en tout cas, pour ne pas choquer, mal articulée dans la méthode refusée à ceux qui la voulaient à tout prix et au prix de leur vie et de leur sang, et se montrant incorruptible au passage. Elle a été donnée, cette indépendance, grassement à ceux des Camerounais qui ne l'ont jamais réclamée. Oumniobé, que nous célébrons, ou bien dont nous célébrons la mémoire tous les 13 septembre, est un prototype de ceux à qui on l'a refusé, cette indépendance. Mais l'héritage de Oumniobé et tous les autres héros de l'indépendance restaurés et réappropriés peut-il aider à asseoir le sentiment national ? En écartant le tribalisme, le sectarisme, le népotisme, la corruption, en s'attachant davantage à la terre du Cameroun, comme l'ont montré les héros de l'indépendance, martyrisés pour leurs choix et leurs idéaux, je dirais oui. Alain Gisèle Kanga, je dirais oui. Ainsi, on pourrait mieux asseoir le nationalisme, pris ici comme le sentiment d'appartenir à une seule nation, loin donc des considérations ou des théories de l'extrême droite. Nous évoquions la réunification comme prérequis à l'indépendance. L'occasion de la célébration de la mémoire des martyrs rappelle que nous devons poursuivre le dialogue national afin de repenser les modalités de notre unité nationale, de sorte, comme le suggéraient Moumié, Wandje, Kingé, Osende Afana et des milliers et des milliers d'anonymes résistants tombés, assassinés, de sorte donc d'aller à la conquête de l'indépendance totale en rang serré. Cela s'attache à des symboles comme cette commémoration de la semaine des martyrs qui va au-delà des clivages et des appartements politiques, linguistiques, ethniques ou culturels. La finalité étant de faire connaître aux générations présentes et aux générations futures la vraie histoire de leur pays, de notre pays, et non cette histoire factice écrite par les vainqueurs et par leurs suppôts. Rodrigue Tonguet pour la chronique politique dans ce journal et le de la reine Elisabeth II, toujours au cœur de l'actualité sur le plan international. 2 manifestants ont hué le roi Charles III après les condoléances du Parlement. Ils reprochent à la famille royale les montants perçus au nom du contribuable, incident qui n'a toutefois pas entaché l'hommage rendu à la reine Elisabeth II à la cathédrale Saint-Gilles en présence de ses enfants et petits-enfants. Lille Piediou et Calvin Tekam, Escalmonte. Le roi Charles III prononce son premier discours devant le Parlement britannique, jurant de suivre l'exemple du devoir désintéressé donné par sa défunte mère, la reine Elisabeth II. Aussi profond que soit notre chagrin, nous savons que le vôtre l'est encore plus. Nous vous offrons nos sincères condoléances ainsi qu'à toute la famille royale. Les communes du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en assemblée parlementaire, expriment leur profonde sympathie. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires essentielles auxquelles les membres des 2 chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de tous. Sa défunte majesté s'est engagée à servir son pays et son peuple et à maintenir les précieux principes du gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de la nation. Elle a donné l'exemple du devoir désintéressé que, avec l'aide de Dieu et de vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement. Of our nation. Le cercueil de la reine arrive à la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, suivi d'une procession composée des enfants du défunt monarque, y compris du nouveau roi Charles III et d'autres membres de la famille royale.
La procession suit lentement le Royal Mile de la ville à travers la foule rassemblée avant que le cercueil ne soit transporté dans la cathédrale. Il y restera 24 heures pour permettre au public de rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Pendant ce temps, 2 manifestants anti-monarchie eurent le roi Charles III à sa sortie du Parlement britannique à Londres, où il a reçu les condoléances des présidents des 2 chambres après le décès de la reine Elisabeth II. Les 2 manifestants reprochent à la famille royale les montants qu'ils perçoivent aux frais du contribuable. Je pense que le principe du pouvoir héréditaire est absolument odieux en 2022. Vous ne pouvez avoir aucune justification philosophique ou morale pour qu'une famille ait un pouvoir politique comme celui-là, simplement en raison de sa naissance. C'est la question fondamentale. Nous ne savons pas ce qu'il fait, mais il touche un salaire de 24 millions de livres sterling par an, soit plus de 1000 fois le salaire britannique moyen. Et pourquoi agiter et serrer la main et son pouvoir caché de changer les lois? N'oublions pas qu'il peut changer les lois dans les coulisses avant qu'elles ne soient adoptées par le Parlement pour son propre avantage financier et personnel. Le doyen de Westminster, le révérend Dr David Hoyle, parle de l'importance de l'abbaye de Westminster où auront lieu les funérailles de la reine Elisabeth II. David Hoyle présidera l'ouverture et la clôture des funérailles de la reine le lundi 19 septembre. Je pense que le travail de l'abbaye et des personnes comme moi, dans une certaine mesure, est de continuer à recoller les morceaux de l'histoire, de dire qu'il est possible, en des temps assez divisés et instables, de dire que tout cela peut être rassemblé, réconcilié, racheté, célébré. Ainsi, le règne de Sa Majesté, qui a commencé dans l'abbaye, se termine dans l'abbaye. Il s'agit de recoller les morceaux de l'histoire. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.